en équipe de France, je ne rentre pas en tant que numéro 1. Je rentre, je me rappelle du terme, en tant que partenaire d'entraînement. Et ça veut dire? On veut dire, quand tu l'expliques, moi si je comprends, ça veut dire que tu vas aider les autres à progresser. Dans ma tête, je me dis, je rentre en tant que partenaire, mais je veux terminer numéro 1. Aujourd'hui, nous sommes avec Daouda Sow, vice-champion olympique de boxe des JO de Pékin en 2008. Il est l'un de ceux qui ont fait connaître la ville de M, située dans le nord de la France. Mais Daouda est bien plus qu'un boxeur, et c'est ce que vous allez découvrir dans ce podcast. Bon visionnage. Je me dis souvent, demain je peux mourir, mais je ne souhaite pas mourir avec des regrets. Donc si je meurs avec des regrets, c'est que je n'aurais pas accompli la vie que je souhaitais. Et donc, ce qui se passe, c'est que je rencontre le portoricain. Et le portoricain, j'avais déjà boxé 2 fois. La première fois, j'avais bien gagné. La deuxième fois, c'était quand même assez serré. Et je trouve comme on dit, il y avait du feu dans les mains, il frappait fort. Donc à tout moment, il pouvait t'éteindre. Comme on dit, t'éteindre dans le jargon, c'est te mettre KO. Et je me suis fait un film. Je me suis dit, je vais asseoir ma suprématie sur toi. Et donc, aujourd'hui, j'attends pas qu'on me valide pour me valider. Et quand je monte sur le podium, j'ai vu toutes les populations réunies. Toutes les populations qui sont parfois divisées, mais ensemble, main dans la main, en train de s'embrasser. Et rien que pour ça, je me suis dit, ah ouais, de manière inconsciente. Et après, j'ai pris conscience que j'ai fait quelque chose de fort. Et je me rappellerai toujours, parce que j'aime bien échanger. J'aime bien aller là où les autres ne veulent pas y aller. Et donc, dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui me stimule. Et je pense que c'est à l'image du ring. Prendre des risques, donner des clous, prendre des coups. Comment répondre aux coups que tu as reçus. Tomber, se relever. Tomber, se relever. Et comme on dit en boxe, tu tombes 7 fois, relève 8 fois. Ça veut dire, avant de tomber, capable de te relever. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur ce podcast Impacting Talk. Comme vous le savez, ici nous accueillons au quotidien des personnes aux parcours inspirants qui partagent avec nous leurs réussites, mais aussi leurs échecs et surtout leurs conseils. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Daouda Sow, médaillé olympique des JO de Pékin. Mais vous allez voir, ce podcast, il va être lourd. Les amis, avant toute chose, j'ai une chose à vous demander. Abonnez-vous, likez cette vidéo et surtout partagez-la. Daouda, comment tu vas? Et toi, comment tu vas? Ravi d'être présent ici pour un échange plein d'émotions, plein de positivité. Merci beaucoup, Daouda. Le plaisir est partagé. Daouda, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, je m'appelle Sow Daouda. Je suis né à Roubaix en 1983. Ça me fait 41 ans. Ancien sportif de haut niveau, médaillé olympique aux Jeux de Pékin. Aujourd'hui, responsable d'une salle privée qui se situe à Lille dans la boxe, fondateur d'Action Boxe, une association sportive, et aussi fondateur d'un concept Sow Training que j'ai créé pendant le Covid. Daouda, qu'est-ce qui t'a amené vers le milieu du sport et notamment la boxe? Parce que nous, on vient de familles africaines. En général, nous, nos parents, ils veulent qu'on aille à l'école, qu'on décroche des gros diplômes et tout. Dis-moi, qu'est-ce qui nous a mené, toi, vers ce chemin-là? Alors, je dis souvent, c'est la vie qui me mène vers les choses. En gros, les choses, elles arrivent et je saisis les opportunités. Donc, on m'a croisé dans la rue, à M, dans mon quartier avec mes potes. On nous a proposé une initiation boxe qu'on a acceptée, mais pas pour la discipline, pour passer un moment entre potes. Et je me souviens, quand je suis rentré chez moi, je dis à ma mère que je fais de la boxe, elle m'a dit « Arrête la boxe, mon fils ». Et comme elle a vu que ça me plaisait, donc au final, elle voulait que j'arrête chaque année. Et pendant, on va dire, 20 ans. Et en 2008, j'ai eu la chance d'être champion olympique, vice-champion olympique. C'est révélateur parce qu'il y a eu un débat sur la finale, sur le résultat. Et elle m'a dit, c'est bien mon fils, continue la boxe. Pour vous dire qu'il y avait eu de la patience, ça m'a fait basculer, mais je pense que l'amour aussi d'un parent, même si ça l'a dérangé parce que c'est un sport, entre guillemets, violent, mais qui a énormément de valeur, elle a su l'accepter
et me laisser continuer jusqu'à m'en féliciter. Donc au début, c'était un peu un combat avec les parents. Ouais, parce que voilà, ça reste, voilà, on veut protéger son enfant qui prend des coups. Après, on a vu certains anciens boxeurs comme Mohamed Ali, dont je suis fan, Alzheimer. Après, on ne sait pas si c'est la boxe ou autre, mais on va dire que la boxe a pu jouer dans sa maladie. Et toi, pourquoi la boxe et pas le foot comme tous les petits en général? Alors, c'est bizarre, peut-être, la boxe, j'avais l'ADN, ça me correspondait. Tout simplement parce que je me souviens, quand je jouais au football avec mes amis, j'étais un teigneux, mais je ne savais pas jouer. Et je me souviens, j'étais toujours le mec qu'on prenait en dernier dans son équipe. Quand on faisait plusieurs équipes, en futsal ou autre. Et je me souviens, je me disais toujours, vous allez voir, le petit va devenir grand. Et je pense que c'est pour ça que peut-être, de manière inconsciente, je me suis dirigé vers un sport individuel dans lequel je me suis épanoui. Je comprends. Et quand tu es arrivé dans les milieux de la boxe, du coup, est-ce qu'à la base, tu étais déjà hyper talentueux comme Mike Tyson ou c'est le fruit d'un travail acharné? Alors, il y a les deux. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivé en 98, déjà, je suis arrivé au bout de quelques mois, mes potes, ils ont arrêté. Moi, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, on se rend compte que parfois, on va quelque part, mais on va pas pour l'endroit, on va pour être avec les personnes. Mais le coach qui avait décelé, on va dire, certaines qualités, me disait non, toi, tu vas aux Jeux Olympiques. Mais moi, je savais pas c'était quoi les Jeux en 98. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu me chercher chez moi, à mon domicile, me chercher après l'école pour aller à l'entraînement. Et donc, en 99, il devient champion de France cadet. Et à mes yeux, pour être sincère, ça faisait, on va dire, 8 mois que je faisais de la boxe, je devais champion de France cadet. Ça n'avait pas de signification. Pour moi, c'était un sport qui était facile. Et ensuite, je passe en junior. Et en junior, je redeviens champion de France. Mais là, ça devient différent. Parce qu'en gros, je suis champion de la région. Et après, il y a le championnat de France. Donc, je fais un stage régional avec l'équipe, avec tous les champions, pour pouvoir poursuivre. Et ce qui se passe, c'est que quand j'arrive là-bas, on me dit, c'est bien, comme tu vas rencontrer une personne qui est en équipe de France jeune, ton parcours il va s'arrêter. Et bien en fait, j'ai été piqué dans mon orgueil. Je me suis dit, à partir du moment où c'est pas fait, tu ne peux pas parler. Il peut y avoir des pronostics. On ne peut pas affirmer. Et donc de là, je deviens champion de France junior. Et donc tout le monde dit, c'est qui celui-là? Je me rappelle, j'étais à Baudelaire, j'ai l'article de presse qui sort. Quand je passe dans l'école, c'est qui? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc tu dis, il y a possibilité de faire un truc, de surfer sur la vague. Et donc là, je prends conscience de l'importance que la boxe peut avoir dans ma vie. Et donc avant d'être pris pour les Jeux Olympiques, tu as multiplié les combats amateurs. Après là, t'es parti trop loin déjà. Avant les Jeux, il y a vraiment énormément d'étapes. Parce que là, je te parle de junior, donc j'avais 17 ans. Okay. Après junior 2, j'ai une anecdote, c'est quand, cadet 2, champion de France. Junior 1, champion de France. Junior 2, j'ai fait championnat de France. Et comme culturellement, chez nous, quand on est invité, c'est mal poli de ne pas manger. Donc je me souviens, j'étais chez ma voisine, donc elle me propose à manger. Je lui dis non, je ne peux pas. Mais comme culturellement, c'est un peu un manque de respect, donc je lui dis je vais manger un peu. Mais c'est un peu, comme ça devient bon, donc je fais un peu. Le lendemain, j'arrive sur la compétition, je me pèse. C'est trop lourd. J'ai 1,5 kg en trop. Ouais. Donc j'ai un temps pour essayer de perdre un peu le poids, donc je mets le KO, la cheminée, etc. Malheureusement, il me reste 400 grammes à perdre. Donc 400 grammes de trop, on me met dehors. Donc j'ai compris maintenant, à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on voulait m'inviter avant les combats, je disais je ne suis pas là. Comme ça, je ne manquais pas de respect, je ne mangeais pas. Et donc voilà, donc après, je suis passé en senior. Et là, senior, c'est encore autre chose. Parce qu'en senior, on va dire, tu as 18 ans, mais tu peux combattre un mec de 25 ans, 35 ans. Ah oui, ok. C'est un autre monde. Et donc, je me souviens, ce qui m'avait marqué, comme on va dire, en cadet junior, je surfais un peu sur mes qualités, mais quand je suis arrivé en senior, je dis, là, c'est différent. D'arriver face à des papas et
tu les tapes, ils avancent encore sur toi, puis tu te dis, ah, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est des robots, les mecs. Comment je vais y arriver? Et donc, de là, c'est vrai que là, tu commences à entrer dans une autre dimension. Et après, il y a encore d'autres étapes qui font que, voilà, après, j'ai intégré les équipes, etc. J'ai fait énormément de compétitions parce qu'on parle des Jeux Olympiques, mais il y a tout le travail en amont. Ouais, beaucoup de choses. Et tout à l'heure, je prenais l'exemple, je parlais avec quelqu'un où je lui expliquais que, en gros, le premier grand diplôme en France pour tout le monde, c'est le bac. Ouais. Il devait bien rentrer à l'école en maternelle. En maternelle, on a fait les différents cycles pour avoir le bac. Il a fallu combien de temps? Pour vous dire que, ça veut dire que, dites-vous bien, mais pour aller au jeu, j'étais à la maternelle et j'ai passé tous les cycles et c'est même pas sûr que tu l'as. Donc j'ai eu la chance, moi, d'avoir mon bac et d'avoir mon qualification. Voilà, tout simplement. Ouais, je vois que tu as eu un parcours plutôt talentueux parce que tu as été plusieurs fois champion de France. Ouais, plusieurs fois champion de France, mais attends, souvent quand on se montre, c'est comme sur Instagram, on montre les beaux côtés. Que les bons côtés. Que les beaux côtés. Ouais. Après, la vie était faite en pyramide avec des hauts et des bas. Qui veut dire si vraiment tu veux que je rentre de manière précise. Alors, en cas des juniors, je suis appelé dans les équipes de France. Malheureusement, je pense que je suis pas assez mûr pour y rentrer. Je voulais rester dans mon quartier avec mes potes. Donc je refuse les équipes de France cadet junior, même si je continue à boxer. Derrière, c'est vrai que, voilà, après je passe en senior. Voilà, on a habité dans le quartier populaire, donc parfois tu dévies un peu, tu fais un peu de conneries. Et c'est vrai que en 2001, j'ai la proposition de réintégrer les équipes de France senior à Vincennes, proche de Paris. Et ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, il y a deux voies. Soit je continue la vie du quartier, potentiellement peut-être dévier ou pas. Et donc, comme j'ai cette opportunité une seconde fois, je me dis, bon, je pense que là, un peu, j'avais pris de l'âge, de la maturité. Donc, allez, on y va. Et donc, je rentre en équipe de France. Mais en équipe de France, je ne rentre pas en tant que numéro 1. Je rentre, je me rappelle du terme, en tant que partenaire d'entraînement. Ça veut dire? On veut dire, quand tu l'expliques, moi, si je comprends, ça veut dire que tu vas aider les autres à progresser. Ah, c'est comme un sparring partner. C'est comme un sparring. En fait, tu n'as pas le statut, il y avait plusieurs statuts, élite, etc. Moi, j'étais en tant que partenaire. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ma tête, je me dis, je rentre en tant que partenaire, mais je veux terminer numéro 1. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, parfois, on postule pour un poste, allez, on va dire un poste de vendeur, mais dans ton projet, tu peux rentrer en tant que vendeur pour finir directeur. Donc moi, en gros, je suis rentré en tant que partenaire pour devenir numéro 1. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait des mecs déjà installés. Après, on va pas se mentir, il y a toujours l'aspect relationnel d'un coach avec un boxeur où il y a des préférences et ça, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, côté affectif, etc. Et donc, ce qui se passe, je me souviens, donc je reste quand même performant. Quand je sors au niveau international, je me rappelle mon premier tournoi à Cork en Irlande où je fais la médaille d'or, je gagne le tournoi. Et je me souviens, avant, on m'appelait le partenaire, après, on m'appelait le numéro 2, après, on m'appelait le numéro 1 bis, et après, j'étais numéro 1. Donc, en gros, ce qui est important, en fait, ce qu'il faut retenir dans mon message, c'est en gros, tu rentres par une porte avec un statut, mais peut-être que toi, tu es rentré avec ce statut, mais pour acheter un autre statut. Donc, moi, je suis rentré en tant que partenaire, mais pour devenir numéro 1. Ouais, rien n'est définitif. Et rien n'est définitif. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est toi en fait qui choisis. C'est toi qui choisis, on ne choisit pas pour toi. On a juste fait le choix de rentrer en tant que partenaire, mais moi j'ai fait le choix de devenir numéro 1 et de me battre. Et attention, je te dis ça, mais j'ai eu un moment de ma vie, en 2005, où je dis je veux abandonner. Donc je sors des équipes de France. Ah ouais, pourquoi? Je sors parce que parce que tout à l'heure, on parlait d'un petit sujet avant l'interview, des conditions financières, etc. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, moi à l'époque, je gagnais 150 € par mois, aide de la fédération. Bien sûr, derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a les aides de la région, du département. Aussi, comme j'étais en formation, j'avais aussi une aide. Je n'étais pas non plus malheureux, mais tu arrives à un âge où tu te dis, bon, vas-y. 150, c'est chaud quand même. 150, c'est chaud. Et même si ça me les à côté, tu dis, vaut mieux aller travailler. Je vais être mieux, je vais mieux gagner ma vie. Et donc, je décide d'arrêter. Mais en gros, je me pose la question, souvent, je me dis, est-ce que j'ai tout essayé? Et en fait, je rentre chez moi avec une frustration.
franchement, je me dis souvent, demain je peux mourir, mais je ne souhaite pas mourir avec des regrets. Donc si je meurs avec des regrets, c'est que je n'aurais pas accompli la vie que je souhaitais. Donc ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, je vais me remobiliser. Et mon coach aussi qui me remobilise, celui qui m'a formé. Donc je me remobilise, pardon, et donc je fais les championnats. J'arrête en 2005-2006, donc je ne fais pas les championnats, etc. Certains, une anecdote, c'est marrant, parce que certains en disant que j'ai arrêté et que je suis parti m'enfuir au Sénégal parce que je suis recherché pour trafic de drogue. Donc ouais, c'était une petite aparté, mais c'était marrant. C'était marrant parce que j'étais vraiment parti parce que il y a plusieurs paramètres qui m'ont poussé à arrêter. Et donc donc ça m'a fait mûrir. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je reviens vraiment beaucoup plus fort. Déterminé. Et donc, je deviens champion de France senior pour la première fois en 2007. Pour vous dire, hein, entre 99, 2000, 2001, 2002. Après, je deviens champion de France senior en 2007. D'accord? Donc, je deviens numéro 1 de la catégorie. Même si, parfois, on te dit qu'il faut être champion de France numéro 1, mais parfois, être champion de France qui n'ont pas été numéro 1 pour X ou Y raison. Ça, c'est un autre débat. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, il me nomme numéro 1. Donc là, on a 1 an des Jeux Olympiques. Donc, c'est le bon timing. Ouais. Et donc, ce qui se passe derrière, c'est que je fais les tournois. Je gagne, je me rappelle, le tournoi de Roumanie, qui est un tournoi relevé. Okay. Donc, je gagne le tournoi. Derrière, on m'emmène au championnat de l'Union européenne. Et je gagne le tournoi, mais je gagne le tournoi, donc champion de l'Union européenne, mais en battant les meilleurs européens. Okay. En battant les meilleurs. La crème de la crème. Voilà. Les mecs étaient médaillés olympiques, médaillés au championnat du monde, etc. Et donc d'ailleurs, on m'amène aussi au championnat du monde. Je me rappelle, c'est à Chicago. Et donc avant ça, on fait quasiment le tour de préparation. Donc on était à Porto Rico, on a fait Cuba, on a fait pas mal d'actions, etc. Et au championnat du monde, un gros événement et qui est qualificatif pour les Jeux de Pékin. Ouais. Malheureusement, au premier tour, je perds. Aïe. Alors il y a plusieurs raisons, mais comme je me dis, si j'accepte d'aller sur le ring à ce moment-là, c'est que je me sens en capacité. Donc c'est pour ça que je ne veux pas évoquer, dire oui, c'est parce que. Non, j'ai perdu. Donc il fallait se remobiliser derrière, parce qu'il y avait encore 2 tournois, 2 possibilités pour se qualifier. Donc il y avait un tournoi en Italie à Pescara, où il fallait être dans le dernier carré, donc minimum en demi-finale. Donc je fais mes premiers combats, et en quart de finale, je perds contre l'Ukrainien. Donc moi je ne suis pas qualifié, et lui il est qualifié. Donc il reste un dernier tournoi qui s'est déroulé à Athènes, et en gros il fallait être finaliste du tournoi. Et donc tu me dis c'est la fin, ben, dernière chance. Tu n'as plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre, mais tout le monde n'a plus rien à perdre. Donc il veut dire que c'est des mecs, ben, comment on va faire? Mais en fait, il faut être dedans, le mec le plus déterminé. Et pas le plus déterminé dans le côté visible, la boxe, mais dans tout ce qui est aussi à côté. Donc ça veut dire dans l'alimentation, dans le sommeil, dans la préparation mentale, dans tous les paramètres, la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, tu vois, tout ce qui est autour. Et donc je me mets dans les conditions optimales pour aller chercher cette qualification. Avec l'aide de Dieu, j'ai la chance de me qualifier au traitement de qualification à Athènes. Donc je suis qualifié. Mais donc là, il y a eu un sacré parcours déjà. Non. Mais c'est pas terminé. Ah ouais. Parce que directement, derrière, il faut se remobiliser. Pourquoi? Pour les Jeux Olympiques. Ok. Parce que là, on s'est qualifié simplement. Donc on s'est qualifié. Mais derrière, il faut aller aux Jeux Olympiques. Et entre guillemets, Pierre de Coubertin disait l'essentiel c'est d'y participer. Ouais. Malheureusement, moi je dis malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le tourner. L'essentiel c'est d'y participer et de gagner. Parce que ça, c'est une phrase de perdre. Voilà, et donc voilà, on part sur une préparation très difficile. Très difficile en tout cas pour moi parce que j'ai pas les sensations. On fait différentes compétitions et je me sens moins performant et où je suis vraiment en doute. Et il y a une phrase d'un coach qui s'appelle Mehdi Nishan, qui est aujourd'hui lycéen, qui me dit une chose, où il sent que je ne suis pas bien. Et je pense qu'il ne s'en rend même pas compte que cette phrase,
m'a permis de décompresser. On était à 10 jours des Jeux, on était en camp en Thaïlande. Je fais des sparring, des entraînements assez durs. Je prends beaucoup de coups. J'ai une douleur à la cheville, j'ai une douleur à la main. Alors, je ne sais pas si c'est une douleur psychologique ou autre. Et il me dit une chose, Daouda, on ne te demande pas d'être prêt aujourd'hui. On te demande d'être prêt au jour J. Eh bien, toute la pression que j'ai ressentie, elle a été relâchée. Et là, je me suis mis dedans. Et je dis, c'est pas là qu'on a besoin de moi, c'est dans 15 jours. Et donc, pour te dire, après, ça a déroulé. Et après, le parcours olympique, on pourra en débattre sur mon histoire durant ces Jeux. Ouais. Donc, en fait, pour être qualifié au JO, il a fallu que tu gagnes tous ces championnats-là au préalable. Ah ouais, c'est une condition. En fait. Il fallait, ouais, c'est important, il faut que tu fasses un classement. Ok. En fait, il y a un quota. Ouais. Il y a un quota, par exemple, on va dire l'athlétisme, eh ben, il y a des minimums à faire. Par exemple, tu dois faire le 100 mètres, je ne connais pas les temps d'athlétisme, mais en 10, 58. Et ben, pour pouvoir faire les Jeux Olympiques, que ce soit en boxe, en escrime, et ben, en fait, il y a des classements, des compétitions, mais il faut que tu marques tes points, il faut que tu arrives à certaines places pour pouvoir prétendre à faire les Jeux Olympiques. Ok. Donc, c'est pas parce que tu es en équipe de France que tu fais les Jeux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 10 catégories. Ouais. Et en gros, on a 4 qualifiés chez les femmes, 4 qualifiés chez les hommes. On aurait pu en avoir beaucoup plus. Mais ils ne sont pas qualifiés. Ok. Et quand tu gagnes tous ces différents championnats, là, tu es payé pour ça ou c'est plus... Ouais, après, il faut se dire que tu as des statuts quand tu es sportif de niveau sur les listes élites. Moi, j'avais un contrat de travail avec ma ville, mais conventionné en tant que sportif de niveau, donc détaché. Après, j'avais des partenaires privés aussi qui me donnaient de l'argent pour me soutenir. Donc, ça faisait des moyens financiers en plus. Derrière aussi, tu as la Fédé où tu as qu'on appelle ça les aides personnalisées, où tu es payé tous les mois. Après, voilà, tu as les aides de la région, du département. Donc, après, tu as plein de possibilités de dire que on gagne quand tu es qualifié, tu gagnes comme un bon cadre, on va dire. C'est pas ça des footballeurs, mais t'es pas... C'est correct. C'est correct, tu peux mieux. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de différentes phases où tu étais tenté d'arrêter parce que tu traînais au quartier. En fait, ça se voit que tes fréquentations ont eu un réel impact sur toi. Ouais, non mais c'est sûr. Après, ce qu'il faut comprendre, et je pense que tout le monde, tu vois, on fréquente un monde où on se sent le mieux. Mais le monde où on se sent le mieux, c'est le monde qui peut être le plus dangereux. Et il faut savoir abonder sur ce monde. Et donc, à un moment donné, on se pose des questions. Alors, je suis une personne aussi qui a beaucoup de réflexion. Effectivement, sur le moment, ça peut être bien. Alors, je ferai une image qui est simple. On a tous envie de manger le merveilleux plat chantilly, la pâtisserie. Ouais. Sur le moment, c'est bon. Mais après, vas-y pour dépenser, pour t'en défaire. C'est chaud. Ces calories que tu as ingurgitées. Donc, en gros, c'est pour te dire que, effectivement, il y a des fréquentations sur le moment, c'est bien. Il y a des ce que tu fais, tu te dis c'est bien. Mais la finalité, elle n'est pas bien. Donc, il faut avoir la capacité, la force de détacher de ça. Ouais. Et, de toute façon, pour moi, pour progresser, il faut se situer dans des zones d'inconfort. Et donc, quand on veut atteindre un objectif, c'est l'inconfort qui te fera atteindre cet objectif. Et c'est là où il faut voir cette différence. Et en gros, tu vois, tout est mathématique et tout est logique. 1 + 1 = 2. Si maintenant, je ne fais pas les bonnes équations, si je fréquente des mecs, entre guillemets, pour pas le dénigrer, parce que c'est maladif parfois, mais qui consomment beaucoup de produits stupéfiants, beaucoup d'alcool, des voleurs, et bien automatiquement, je vais m'intéresser au vol, à ce que ça apporte. Ouais. Si maintenant, je fréquente des écrivains, ben, je vais m'intéresser. Si je fréquente, voilà, avec le monde. Alors, je sais pas, que je me trompe pas, Ouais. on est la somme des 7 personnes. Ouais, des 5 personnes qui nous entourent. Des 5 personnes, moi je dis 7. Donc, des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ouais. Et quand on prend le temps de méditer, de réfléchir à ce qu'on a produit,
mais on ne l'a pas produit tout seul. On l'a produit grâce à beaucoup de paramètres, notamment l'environnement, les influences. Et mes influences, je pense, m'ont permis aussi, et mon écoute m'ont permis aussi d'accéder ou de produire selon mes souhaits. Ok, très intéressant. Tout à l'heure, quand tu nous parlais de ton parcours, des différents combats, tu disais que tu as eu à beaucoup voyager, Thaïlande, Cuba. Ouais. Est-ce qu'il y a un combat ou un lieu qui t'a vraiment marqué? Je sais que les Cubains, ils sont très connus pour leur style de boxe assez particulier. Tu sais ce qui est bizarre, en fait? Je vais te parler, pour moi, la boxe était un outil de développement dans ma vie. Donc, peu importe l'endroit, tous les endroits me marquent. Parce que tous les endroits m'apportent. Et moi, je sais que tous ces endroits que j'ai pu visiter, toutes ces cultures avec lesquelles j'ai pu me mélanger, toutes ces religions avec lesquelles j'ai pu partager, notamment la mienne et la leur, eh bien, ça m'a appris à être tolérant, à accepter l'autre. Et donc, c'était vraiment, pour moi en tout cas, pourtant je suis boxeur, hein, puis je vais beaucoup parler de ce que m'a apporté la boxe, ce que m'a apporté le sport. Et donc, tous ces voyages m'ont apporté la tolérance, le partage, la connaissance, l'acceptation, l'entraide. Voilà ce que je peux dire, moi, sur les voyages. Et lorsque tu apprends que tu es pris pour les JO, quelle est ta réaction sur le coup? Sur le coup, une grosse satisfaction parce que c'est beaucoup de travail. Ouais. Alors, j'aime bien souvent, on parle de sacrifice. Et moi, je suis entre les deux. Et je me dis, de ne pas confondre, selon ma perception, le sacrifice et l'effort. Pour moi, le sacrifice, ça doit être plus fort. J'ai envie de te dire. Alors, ouais, parce que j'ai rencontré une personne, justement, qui s'appelle Inès et qui fait des marathons. Ok. Mais cette femme, elle aurait pu ne jamais en faire. En gros, elle est au Maroc. Je me permets de parler d'elle parce qu'elle m'a parlé de son histoire, dont je pense qu'elle en parle à tout le monde. Et elle est très intéressante. Elle m'a vraiment touché. C'est qu'en gros, elle était au Maroc et il y avait ses cousins qui traversaient. Elle a vu une voiture arriver et donc elle s'est jetée entre la voiture et ses cousins pour, entre guillemets, s'interposer et pour pas que ses cousins soient touchés. Et donc, elle a perdu l'usage de ses jambes, mais qu'elle a récupéré par la suite. Ok. Donc, pour moi, elle mérite énormément de respect, elle a sacrifié. Ça, c'est un sacrifice. De dire, je vais mourir, quelque chose de... Pour moi, sacrifice, c'est quelque chose de fort. Et donc, je me pose la question dans le sport, si on fait des efforts pour nous mettre bien, éventuellement gagner beaucoup d'argent, ou est-ce que c'est réellement un sacrifice? Donc, je n'arrive pas à me situer à ce niveau-là, si j'ai fait des efforts ou des sacrifices. Et moi, j'ai envie de te dire, j'ai fait beaucoup d'efforts. Ouais. Et pas forcément des sacrifices pour arriver à atteindre cette qualification. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et ça a été une satisfaction d'atteindre mon objectif de faire les Jeux Olympiques. Et tes parents, sur le coup, ils en pensent quoi? Les parents, les amis, les fréquentations? En gros, je pense que c'est la médiatisation, c'est où tout le monde se rend compte de l'importance des Jeux Olympiques. Quand on n'en parle pas, quand on ne dit pas, les gens, c'est pas important. C'est pas important. En amont, on discutait, les gens, quand ils ne connaissent pas, quand ils ne voient pas la télé, c'est pas important. Quand on ne parle pas de toi, c'est pas important. Et malheureusement, et c'est un truc pour lequel je n'étais pas forcément à l'aise, mais on doit accepter que les gens mettent de l'importance à partir du moment où il y a une visibilité, où il y a une communication, où il y a une valorisation ou comment dire, une validation par tous pour que les gens prennent conscience. Alors que, sincèrement, je parle comme ça, mais sincèrement, aujourd'hui, j'attends pas qu'on me valide pour me valider. Je suis conscient de ce que je fais de bien ou de mal. Et j'espère que Dieu me récompensera de ce que je fais de bien et qu'il me pardonnera de ce que je fais de mal, tout simplement. Ok.
Et donc, tu apprends que tu es pris, tu fais le voyage, tu arrives à Pékin, tu devais être un peu stressé. Tu étais dans quel état d'esprit? Non, parce que j'arrive sincèrement pas stressé avec aucun a priori. Moi, je veux juste kiffer, en fait. Ouais. Moi, je vais avec un esprit prendre plaisir, venir prendre, chercher pour les raisons pour lesquelles j'ai fait j'ai autant travaillé, j'ai fait autant d'efforts. Et simplement, il n'y a pas le facteur stress. Non, je vais sincèrement prendre plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que toujours, tu vois, cette petite différence. Je me rappelle à l'époque, il y avait John Dovey qui a fait les Jeux de Sydney, qui était international. Et il nous parle, et notamment, moi, comme je dis, j'aime bien écouter les anciens. Ils sont sages, et quand ils te le disent, c'est jamais pour rien. Et il me dit, Daouda, les Jeux Olympiques, c'est un truc énorme. On est arrivé, je crois, au village, on est arrivé le 8 août, je pense, le 8 août. Il me dit, je rentre dans la compétition, je crois, le 9 ou, non, le 10 ou le 11. Il me dit, Daouda, c'est tellement énorme que tu peux vite t'éparpiller. Il me dit, t'as 2 jours où on va être plus ou moins calme. Il me dit, Daouda, prends plaisir, va à droite, à gauche, et après, dès que ça commence, reste focus. Et en fait, c'est ce qu'il m'a dit, et ben c'est ce que j'ai fait. C'est qu'en gros, quand je suis arrivé au village, c'est vrai, tu voyages, tu vas voir toutes les nations, tu vois entre guillemets, des énormes stars. Je t'ai encore raconté une anecdote après, que je raconte aussi dans ce bouquin. Et en gros, ben, dès que la compétition commence, eh ben, je me ferme. Et je vais accélérer un peu les choses pour te dire que, en gros, maintenant ça va commencer. Donc on a une réunion avec tout le staff parce qu'il y a des tirages au sort. Alors moi, j'aime même raconter des histoires pour me motiver parce que je suis dans mon monde. J'ai envie de me créer un monde. Et quand le DTN, il arrive, le DTN, directeur technique national. Ok. Notre boss, en fait, un directeur. Ok. On dit un DTN pour être plus simple, pour pas dire directeur technique national. Notre DTN, notre directeur technique national, donc voilà, on fait la réunion. Bon les gars, on y est. On est 9 qualifiés, on est une grosse équipe. Il y aura malheureusement des frustrés, donc qui ne vont pas forcément avoir de médailles. Et quand il dit ça, dans mon tête, ça fait ding. Il me dit, alors, je ne sais pas si c'est volontaire de sa part, je me dis le management, pas top. Dans le sens où moi, dans ma vision aujourd'hui de maturité du management, c'est on est 9, on repart à 9, la médaille autour du cou. Il n'avait pas le bon état d'esprit selon toi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que son message, l'effet qu'il a fait pour moi, et moi ce que j'aurais dit. Donc, qui veut dire, mais que peut-être, lui, quand il dit ça, c'est peut-être pour nous piquer. Ok. Et de se dire, nous, on l'aura. Donc, c'est deux visions différentes. Je te dis pas qu'il n'y a pas de bon management. Je te dis, si ça a été fait pour nous piquer, il a réussi. Si ça a été fait pour dire réellement que ça, c'est pas bon. Mais je connais pas l'état d'esprit. Donc, mais moi, je me fais un film où je me dis, eh ben, monsieur Nato, je vais vous démontrer que vous vous trompez. Et notamment, pourquoi? Parce que dans le tirage au sort, moi, je rencontre le Coréen qui est vice-champion olympique des Jeux d'Athènes. Donc, un mec d'expérience, qui a déjà connu les Jeux, qui est médaillé d'argent. Je me dis, mais la petite chose qui m'a piqué, c'est, je vais vous montrer que vous vous trompez. Et j'espérais pas que pour moi, mais j'espérais que toute l'équipe revienne avec une médaille autour du cou. Et peut-être que moi, j'étais dans mon monde irréaliste, et lui, était dans un monde réaliste, parce que finalement, on a fait 3 médailles. Mais on a été quand même performants. Il y a beaucoup de quarts de finalistes, etc. Et ce qui se passe, c'est que mon premier combat, je boxe le Coréen, que je bats. Alors, le combat, il n'est pas beau à voir. Mais je te dis, franchement, et s'il n'est pas beau à voir, mais moi, j'avais qu'une chose en tête, c'est peu importe la manière, mais gagner. Aujourd'hui, je ne te parle pas de ce combat, tu m'en parles même pas. Tu me dis, j'ai vice-champion olympique. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, en fait, on va l'oublier, ça. Ouais. Tu vois?
Alors, ce qui se passe, c'est que derrière, je rencontre le portoricain. Le portoricain, que j'ai déjà boxé 2 fois. Ah, tu le connaissais déjà? Voilà, parce que dans le circuit, on se rend compte. Oui, Championnat du monde, tournoi, on se rend compte. On se connaît, les boxeurs. C'est comme si je te dis, au football, Lille connaît Lens, ils se sont déjà rencontrés, ils connaissent les joueurs, etc. Et donc, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que je rencontre le portoricain. Et le portoricain, j'ai déjà boxé 2 fois. La première fois, j'avais bien gagné. La deuxième fois, c'était quand même assez serré. Et je trouve comme on dit, il y avait du feu dans les mains, il frappait fort. Donc à tout moment, il pouvait t'éteindre. Comme on dit, t'éteindre dans le jargon, c'est te mettre KO. Te mettre KO, ouais. Et je me suis fait un film. Je me suis dit, je vais asseoir ma suprématie sur toi. Et donc, mais c'est vrai, et donc j'arrive, je fais le combat, un combat très serré, que je remporte. Mon film, pour l'instant, est continué. J'arrive en quart de finale contre le Chinois. Et j'ai mon coach qui m'a formé, de M, Alem Zerir, qui est venu me voir me soutenir au jeu de Pékin. Et donc, il n'avait pas accès au village. Donc, on se vend en dehors du village. Ok. Et quand il me voit, il me dit, ça va, Daouda, c'est bien, performance. Et directement, il me dit, demain, tu es à M. Et je ne comprends pas. Il me dit, demain, les supporters, dis-toi bien que tu es à M. On me dit, tu dois mettre, tu es dans ton quartier, tu es à la foule et tout le monde va clamer ton nom. Ouais, pour être à l'aise, quoi. Voilà. En sachant que comme j'ai rencontré le Chinois chez lui, automatiquement, l'adrénaline, il est boosté, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que j'arrive sur mon combat. Mais je te cache pas, j'avais un peu oublié sa phrase. J'avais un peu oublié. Et à l'entrée du 3e round, ça veut dire qu'il me reste un de round, je suis dans mon coin, à la fin du 2e plutôt, je suis dans mon coin, et je vois sa tête. Et dans ma tête, je le revois, il me dit t'es à M. Et donc, une énergie se dégage. Une énergie se dégage, et le combat reprend. Je rigole parce que je souris parce que j'ai mon ami John Mbouba qui a fait des jeux avec moi, et il me rappelle ce combat. Il me dit, à partir de ce moment-là, je me suis dit, franchement, respect. Mais moi, je peux pas te dire quelle énergie est venue à moi pour gagner ce combat. Donc, je gagne ce combat. Donc, je suis minimum médaille de bronze parce que je vais en demi-finale. Et là, on va arriver à l'histoire. C'est que après chaque combat, tu passes dans différentes zones pour les médias, répondre aux questions, etc. Et donc, on arrive dans la zone mixte. Donc moi, il y a une question. Il y a même eu un article de presse. Et j'ai parlé comme un bon ch'timi. Ils m'ont dit, vous rencontrez le favori de la catégorie, le Cubain. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez ce que j'ai répondu? J'aurais répondu, il mange, il pète, il chie comme moi. Et donc, t'as vraiment dit ça? J'ai vraiment dit ça. Et dans la presse, ce qui est marrant, c'est que, dans la presse, le titre était marqué, il mange, il pète, il chie. Comme moi. Donc c'était une anecdote, j'ai rien dit ça. Et derrière, j'avais mon frère Moussa qui était ici au téléphone. Souvent, après les combats, il dit, ah, mais c'est bien et tout. Et il me dit 2 choses. Il me dit, ah, tu sais pas ce qu'il a répondu le Cubain quand il est passé en zone mixte. Ils lui ont posé la question, vous rencontrez le Français en demi-finale, en sachant qu'il m'avait déjà battu 2 fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Il leur a répondu, je me concentre sur la finale. Waouh! Wow. Ça veut dire en gros, Il te calcule pas, tu vois, la petite poussière, elle existe. Ouais. Mais moi, ils n'existent pas. Tu vois, ça veut dire en gros, tu as manqué de respect à mes parents qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, à tous les amis qui comptent sur moi, tu vois. Et ça m'a piqué dans mon orgueil en tant qu'homme. Et donc, je me souviens très bien, j'ai été voir mes coachs. Je leur ai demandé tous mes combats que j'ai fait pendant les Jeux. Les vidéos? Tous les vidéos, ouais. Et tous les combats du Cubain qu'il a fait pendant les Jeux. Et je me suis assis, j'ai mis dans mon ordinateur les différents CD, j'ai commencé à prendre des notes, imager le combat de demain,
Là, voilà, pendant des heures et des heures et des heures, petite pause, je vais me faire masser, je vais manger, je reviens, je relis mes notes, je dors, je me réveille, je relis mes notes, j'arrive en demi-finale. Alors comment te dire, c'est moi qui a fait le combat, mais c'est pas moi, il y avait un autre moi à l'intérieur. Et donc je fais le combat, j'avais mon game plan, j'avais un coin, mais je me rends compte que ce jour-là, probablement, je n'avais pas besoin de coin, tellement j'étais matrixé. Premier round, j'ai une touche de retard. À l'époque, c'est un autre monde de jument, c'était la scoring machine. Ok. On me dit le score, pour l'instant, ça fonctionne. Deuxième round, j'ai une touche de retard. Encore. Qui veut dire 2 touches. Et dans mon game plan, dans la stratégie, moi, c'était au 3e, 4e, commencer à me lâcher, mais il ne fallait pas que j'ai plus que 2 touches d'écart. Parce que les Cubains, entre guillemets, notamment Ugas, quand il était trop devant, je le voyais trop à l'aise après à la fin. Donc il fallait toujours qu'il soit. Et bam, je dis, bah, c'est bon, c'est à mon tour. Et 3e, 4e round, mes bras, ils démarrent. Mais aujourd'hui, je ne saurais même pas te dire. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bam, 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 ça démarre, bam. Je te cache pas que même moi, je sais même pas comment j'ai fait, tu vois. Et, petite anecdote qui est marrante, moi j'aime bien le football, Ouais. et j'aime bien l'identiramme. Ouais. Et pour ceux qui se souviennent, en 98, c'est lui qui qualifie l'équipe de France. Il met 2 buts contre la Croatie, pour te dire. Et quand il met les 2 buts, c'est un défenseur, c'est pas un buteur. Il met 2 buts magiques. Et en gros, il se met à terre, il pose les genoux au sol et il fait cette pause. Et donc moi, à la fin, je me dis, ben, je vais me faire une denture. Et donc, je me mets sur l'oreille, sur les genoux, et je me mets comme ça une denture. Donc tout le monde prend la photo, etc. Et bam, ça part en, waouh, l'denture. Et donc, ce qui est marrant, c'est juste après, on me dit, bah, tiens, quelqu'un veut me parler, c'est l'identirable qui m'appelle. Ah ouais? Ouais, c'était, ouais. Donc, je l'ai même fait venir à elle. Ah, Il m'a appelé, ouais. Donc, après, j'étais un peu en connexion avec lui quelques temps. Mais c'était marrant, c'était magique, quoi. C'était une anecdote de la magie des jeux. Donc, je gagne le combat. Comment, par KO ou par décision? Au point. Je gagne au point. Et j'arrive en finale. Là, ça devait être stressant de fou, là. Mais tu sais ce que je vais te dire? Dis-moi. En finale, j'ai pas d'histoire à te raconter et je perds la finale. Alors, je dis pas que c'est ça qui m'a fait perdre. Ouais. Mais je me dis, dans la vie, pour accéder, quelle différence tu vas aller chercher? Tu vois, alors je connais plus le nom du basketteur américain qui, à chaque fois, qui marquait un panier ou qui faisait une grosse performance, et à la caméra, il montrait son maillot, je ne sais plus exactement ce qu'il montrait. Et à un moment donné, on lui pose une question. Oui, pourquoi faites-tu ça? Et donc, il raconte. Il dit, moi, ma carrière, de très haut niveau, je la dois au mec qui m'a amené au basket. Et ce mec-là, malheureusement, il s'est fait tuer dans un ghetto américain. Il s'est fait tuer, le coach. Et donc, sa carrière, ce qui l'a boosté à devenir un serial, un tueur dans le basket, c'est par rapport à ce mec-là, pour l'honorer et pour, entre guillemets, de là où il est, ben, le rendre fier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il veut dire, ce que je dis, c'est qu'est-ce qui va te motiver le petit plus? Le combat est très serré en finale. On aurait pu mettre gagnant, il n'y aurait pas eu scandale. Tu vois? Même s'il y a eu beaucoup de débats sur la décision, mais je m'en fous en gros. Et là, je me dis, quel truc en plus il m'a manqué. Et ce truc-là en plus, toutes les histoires que je te raconte, en finale, j'ai pas d'histoire à te raconter. J'ai pas d'histoire à te raconter. Et donc, tu vois, c'est pour te dire, et j'encourage, et souvent c'est qu'est-ce qui nous motive. Ouais. Tout à l'heure, je te parlais, moi, qu'est-ce qui me motivait à aller à la boxe? C'était avec mes potes. Après, qu'est-ce qui m'a motivé à continuer la boxe? C'est les premiers articles de presse.
Qu'est-ce qui m'a motivé? Il y a toujours un truc qui doit te motiver. Et s'il n'y a pas ce petit plus, moi, je te parle de mon fonctionnement. S'il n'y a pas ce petit plus, eh bien, peut-être que cette réussite, elle ne viendra jamais. En fait, il faut qu'il y ait un challenge à relever. Ben, un challenge. Moi, en tout cas, je sais que ces petites choses m'animent et me boostent. Voilà un peu sur le parcours olympique, mes anecdotes, le pourquoi du combat, etc. Ouais. Donc, quand tu es parti à ce combat à la finale, tu n'étais pas dans un état d'esprit particulier, en fait. Tu es juste parti. Ouais, je suis parti, mais toi, tout ce récit, en fait, avant de faire ma demi-finale, ce récit, en fait, je me dis pas c'est ça qui me fait gagner. Et c'est vraiment l'après-Jeux Olympiques, mon parcours de vie, où j'ai analysé tous les petits points. Ah, j'ai dit ça m'a ramené à ça. Ça m'a ramené à ça. Ah, t'as pas oublié. Ça m'a ramené à ça. Ça m'a ramené à ça. Mais au début, je te dis, quand je le fais, je me dis pas, faut que je me crée une histoire pour avoir le plus. C'est mon parcours de vie où quand on me dit comment t'as fait, oh là là, c'est magnifique, etc. Et je me pose et j'analyse, comme je te dis, l'entourage, tout ce qui s'est passé avant, pendant et après. Qui fait que. Mais c'est pas ce moment où je me dis, bon, là, je veux faire ça, faut que le mec il m'insulte. Tu vois, non, c'est un truc qui va se passer. Et comme là, je me suis mis un challenge. En fait, je dois faire le marathon de Paris pour tous. Ok. Mais genre, tu dois avoir un bon cardio, tu es un sportif. Mais j'ai jamais fait de marathon. Ah. En fait, faut pas mélanger, tu vois. Tu peux être un beau pilote de Formule 1, mais un mauvais pilote de rallye. Ok. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et là, comme j'ai pris conscience qu'il faut un petit plus dans ta vie, donc là, on va le faire avec mon ami Maëdine, pour une cause, pour accompagner une petite qui est atteinte d'une maladie. Donc on va récolter des fonds, donc c'est ce qui va me donner encore plus la motivation de le faire. Le faire pour le faire, aujourd'hui, j'ai compris que faire pour faire, ça n'a pas d'impact, en tout cas sur moi. Moi, il faut que je fasse les choses pour quelque chose de plus grand que moi. Ouais. Il faut que l'objectif soit plus grand. Et, comme je dis, l'objectif est tellement grand, tu vas passer par plusieurs situations difficiles. Mais tellement ton objectif est grand, les situations par lesquelles tu vas passer vont te sembler minimes. Donc voilà un peu, moi, entre guillemets, mon mindset, mon state of mind, mon état d'esprit, qui me permet d'avancer. Mais je me dis pas, il faut que je me fasse un film pour. Hein. Ouais. Je laisse les choses arriver. Tu vois, comme tout à l'heure, tu me posais la question sur la boxe. Non, en fait, il y a la vie. Elle te propose des opportunités. Est-ce que tu vas les chercher ou pas? Je me crée pas de film. Et je me dis, chaque jour peut être le dernier. Donc, tout ce qui arrive devant toi, si tu as envie de le goûter, goûte-le. Si tu n'as pas envie de le goûter, laisse-le de côté. Mais surtout, si tu ne le goûtes pas, n'aie pas de regret. Ouais. J'aurais pu, j'aurais dû, là, c'est trop tard. C'est now. Oublier sans regret. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'un truc très intéressant lors de la préparation de ton combat contre le Cuba. Tu disais que tu t'imaginais le combat. Ouais. Et c'est un truc, La visualisation, on en entend souvent parler. Certains disent c'est du pipeau, c'est pas vrai. Mais pour toi, du coup, qui l'a utilisé, qui est sportif de haut niveau, est-ce que c'est un truc qui t'a vraiment aidé? Alors, comme tu dis, c'est une question de croire ou pas croire. Ouais. On croit, par exemple, des personnes ont différentes croyances. D'accord. Donc, au final, je ne demande pas aux gens de croire. Moi, je partage mon parcours et je donne les faits. Si maintenant tu l'essayes, ça fonctionne, tu vas te dire, ah ouais, effectivement, ça a fonctionné. Et d'autres personnes, peut-être, n'en ont pas besoin. Je ne sais pas te dire. Mais quand tu regardes tous les grands sportifs, ils ont tous, à un moment donné, des choses à raconter qui sont parlantes. Donc, selon ma perception, moi, j'y crois énormément à tout ce travail de visualisation. Aujourd'hui, on dit qu'on utilise une partie minime de notre capacité. Quand tu vois aujourd'hui, avec tout ce qui se développe, on va parler de l'IA. Mais qui a développé l'IA? C'est l'être humain. Par les pouvoirs du Tout-Puissant qui leur a donné cette capacité. Donc, qui veut dire, en gros, tout est possible.
Ouais. Tu es libre de croire ou de ne pas croire. Mais avec tout ce qu'on peut voir, tout le travail de recherche qu'il y a aujourd'hui, mais tu as le droit de ne pas croire. Ouais. Mais en tout cas, moi, je crois en beaucoup de choses. Ça, ok, je vois. Ça a eu des effets. Voilà. Pour toi. Et aussi, tout à l'heure, tu parlais du fait de te faire des films. Et il y a Mohamed Ali qui parlait beaucoup des affirmations positives. Tout le temps, on l'entendait dire « I'm the greatest »,« je suis le meilleur, je suis le meilleur Ouais. ». C'est aussi quelque chose qui a pu t'aider. Différemment, mais en tout cas, moi, je suis pour la positivité. Je déteste, je sais pas, ça m'arrive pas, utiliser le côté négatif, la négation. Tu vois, aujourd'hui, un truc simple. Une fois, je me rappelle, ça m'avait marqué. Et j'ai fait un stage qu'on appelle Boost Kid avec les enfants. Ok. En fait, c'est un stage où on met en place des activités physiques et des ateliers de développement personnel sous forme de jeu. Et il y avait un jeu qu'on appelait l'arbre des qualités. Et les enfants devaient, sur chaque branche, écrire une qualité. Et dans la qualité qu'il disait, il disait ne pas dire de gros mots, ne pas se battre. Et en fait, je me suis rendu compte que, au lieu de dire être poli, être gentil, être doux, j'utilisais que des mots positifs. Positif. Et malheureusement, la société, même nos parents, parce que je suis papa, on doit se forcer à employer des termes positifs pour vivre une société positive. Et en tout cas, dans mon mindset, moi, c'est que de la positivité. Le verre à moitié plein, pas celui à moitié vide. Donc, dans chaque situation que je peux vivre, voilà. Là, entre guillemets, bon, je gère aussi une salle, en plus de mon asso, Ouais. et où je travaille avec des étudiants. Je travaille avec des étudiants où moi qui aime avoir la rigueur et des choses bien carrées, parfois ça ne matchait pas forcément. Alors il y a eu deux questionnements. Est-ce que le profil, il était bon? Est-ce que je suis un bon manager? Est-ce que je suis un bon communicant? Mais j'ai jamais dit négativement, ah non, ça, ah non, faut qu'elle vienne, ah ça, non. C'est à un moment donné, se poser, voir le bon côté. Et mais ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis rendu compte aujourd'hui, il y a des profils aujourd'hui, par rapport à mes capacités, que je suis capable d'accompagner. Il y a d'autres profils et je ne suis pas encore prêt. Ça ne veut pas dire que je ne serai jamais. Ça veut dire que ça m'a appris de ce côté négatif que je dois me développer sous d'autres axes. Donc en gros, pour répondre à ta question, il faut voir toujours le verre à moitié plein, pas celui à moitié vide. Même s'il t'arrive la pire des tragédies, eh bien, il tombe bien, elle aura peut-être un bien. Elle aura même sûrement un bien. On apprend toujours quelque chose de chaque expérience. Tu sais, j'ai pris dernièrement l'exemple de Grégory Le Marchand. Chanteur, il a réalisé son rêve, il est atteint d'une maladie, il est décédé très jeune. J'ai envie de te dire, avant que lui, comme c'était un people, je pense que quasi personne ne connaissait sa maladie. Aujourd'hui, il y a des associations, il y a des millions qui sont mis pour accompagner, pour faire des recherches, pour, entre guillemets, combattre, pour trouver des remèdes contre cette maladie. Donc je me dis, certes, il y a eu un décès, mais dans tout ça, derrière, ça va accompagner énormément de personnes qui sont dans son cas. Donc c'est vrai, j'ai toujours le verre à moitié plein. Même ça reste triste, hein, mais toujours le verre à moitié plein. Et quand tu rentres en France, comment est-ce que tu es accueilli? Alors, ce qui est marrant, c'est quand, tu vois, quand je suis médaillé olympique, Ouais. pour moi, sans prétention, c'est normal. Je suis un étudiant qui est à l'école, qui s'inscrit dans une filière pour avoir son diplôme. Mais quand tu rentres, quand tu vois les faits, quand tu vois la puissance d'une médaille, jusqu'à aujourd'hui, presque plus de 15 ans, tu te dis, ah ouais. Ah. Et je vais te dire un truc, hein. Une image dont je suis fier, c'est, tu sais, on essaie de nous diviser.
une divisée. Et en gros, j'ai eu un accueil dans ma ville, sous un podium avec la population qui est venue me féliciter. Et quand je monte sur le podium, je me suis dit, moi je vais voir sur leur communauté, des mecs de mon quartier. J'ai vu toutes les populations réunies. Toutes les populations qui sont parfois divisées, mais ensemble, main dans la main, en train de s'embrasser. Et rien que pour ça, je me suis dit, ah ouais. De manière inconsciente, et après j'ai pris conscience que j'ai fait quelque chose de fort. Pas uniquement sportivement, mais humainement, et tous les messages qui a circulé à travers cette performance. Et je me rappellerai toujours. Moi, j'ai grandi à Chaudière, un quartier en QPV, quartier prioritaire de la ville. Okay. Et je me rappelle à cette époque, parce que moi, voilà, je suis revenu, je vis avec tout le monde, et je croisais différentes populations qui me disaient merci. Je dis, ah, monsieur gentil, je me dis non, mais merci. Parce que pendant 2 semaines, on s'est senti dans le quartier en sécurité, pouvoir se balader, échanger avec tout le monde. Tout le monde était joyeux, tout le monde était bienveillant. Et là, ouais, je me dis, ah ouais, le sport, ça fait quand même sacré effet. Et je suis, parfois, je ne veux pas dire triste, mais que je suis convaincu que si on mise sur le sport, la culture, on vivra dans un monde meilleur. Sans partir dans les extrêmes, quand je parle du sport, voilà. Mais la culture, parce qu'en fait, à travers ça, il y a vraiment un développement d'acceptation, de tolérance, de compréhension, d'écoute, de partage, de mérite. Et en tout cas, moi, à travers le sport et la culture, je sais que c'est 2 outils extraordinaires pour le vivre ensemble. Au final, le sport, ça unit tout le monde. Ouais, tout simplement, ça unit. Et tout à l'heure, tu disais que quand tu étais à l'INSEP, tu gagnais 150 €. Bon, permets-moi de te demander, un médaillé olympique, ça gagne combien pour quelqu'un qui ne sait pas? Alors, après, tu as les primes d'État. Après, on va dire, tu as les primes d'État. Donc, la prime d'État, à l'époque, nous, elle était, comme j'étais médaillé d'argent, elle était à 20 000 €. Après, j'ai eu la prime entre guillemets, de la région. Et j'ai eu la prime aussi du département. J'ai eu la prime de Fédé. Donc, tu as plusieurs primes. Après, derrière, j'étais en emploi conventionné. Donc, j'avais un contrat de travail avec ma ville de Hem. J'avais mon aide de la fédération, j'avais mes partenaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que un médaille olympique, selon la discipline, selon le rôle de la discipline, voilà, il va gagner comme un bon cadre A. Après, derrière, si tu passes en boxe pro, ça peut être différent, mais ça reste aussi compliqué. Donc, en gros, c'est variable. Après, les 150 €, pour revenir à ta question, 50 €, c'est au départ. Mais c'est pour ça, je dis souvent, il faut tout dire. Souvent, on te dit 150 €. Ouais, effectivement, j'avais 150 €, mais derrière, j'avais, comme j'étais en formation, la CNASEA tous les mois, j'avais une aide du département, une aide de la région. J'ai gagné beaucoup moins que quand j'étais sur la fin, en cumulant, mais tu es nourri, logé, blanchi. Je pense qu'après, est-ce que je suis trop humain ou autre, mais il faut relativiser. Ouais. Moi, avec rien, à partir du moment, ça me permet de répondre à mes besoins vitaux. J'ai envie de te dire, je suis pas malheureux. Je suis pas malheureux, tu vois. Et c'est là où c'est important, même moi, aujourd'hui aussi, la période de Covid, elle m'a beaucoup fait méditer. En fait, on a besoin de besoins primaires, être proche des gens qu'on aime. Et moi, en tout cas, aujourd'hui, ça me suffit. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas d'argent, que je ne veux pas en gagner. Mais ça veut dire que si je me donne le minimum, je suis en capacité. Et souvent, je dis, tu vois, certes, tu gagnes 150 € quand j'ai commencé. Mais 150 €, il faut rajouter les plus. Plus ça, plus ci. Donc, tu peux vivre. Mais je dis souvent, si vous voulez
pour certains gagner de l'argent, il faut produire. Donc comme je dis, moi c'est pas l'argent qui me ramène mes résultats, c'est la production de ce que je fais qui me ramène de l'argent. Donc ça veut dire que je te dis, j'ai commencé à 50 €, mais dire qu'on parle que de la Fédé là, mais j'ai fini avec 1500, 2000 € par mois, plus mes primes, mais c'est mes résultats qui ont fait augmenter mon mensuel. Donc à un moment donné, et c'est pour ça que, tu vois, c'est facile de taper, de dire oui, mais à un moment donné, comment toi tu te positionnes pour justement de 150 € passer à si j'ai fait 150 €, après j'ai gagné 300 €, après j'ai gagné 600 €, après j'ai gagné 900 €, après j'ai gagné 1500 €, après j'ai gagné 2000 €, après j'ai gagné. Mais c'est parce que j'ai produit. Ouais. Et donc, je ne dis pas que, mais je dis à un moment donné, moi selon la partition, le verre à moitié plein, c'est comment je vais pouvoir aller chercher plus. Et au plus tu vas produire, potentiellement, il y a des cas exceptionnels, au plus tu vas gagner. Et pas forcément financièrement, mais dans ton réseau, humainement, dans tes relations, au plus tu vas être bienveillant, au plus les gens peut-être vont plus t'aimer. Au plus tu seras vulgaire, au plus les gens vont s'éloigner de toi. Et donc, c'est ma philosophie de me dire que si tu veux gagner, il faut produire. Ouais. Simplement. Et du coup, forcément, quand tu rentres, tu es un champion. Ouais. Et tu as toute la gloire qui va avec. Ouais. Tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu es toujours focus sur la boxe? Tu veux toujours aller de l'avant ou tu te laisses un peu prendre, encore une fois, par L'engouement. l'engouement ou les fréquentations? Alors, tu vois, c'est intéressant de ta question. En tant que numéro 1, c'est qu'on veut tous être champion. On veut tous être. Mais est-ce qu'on est prêt à être champion? On veut la vie de champion. Et toi, quand je te parle, je te dis moi qu'il ne faut pas grand-chose dans la vie pour être heureux. Mon entourage, de quoi manger, répondre à mes besoins primaires. Et je me pose la question aujourd'hui, et j'ai voulu être champion, mais est-ce que j'étais prêt à être champion? C'est autre chose. Tu vois? Parce qu'il faut savoir la maîtriser. Que, en gros, ne serait-ce que quand tu sors, quand on te reconnaît, est-ce que la personne t'ouvre la porte parce qu'elle est polie, ou est-ce que parce que c'est champion? Est-ce que tu as le tapis rouge parce que tu es un être humain et il faut te faire passer par là? Et tu vois, et c'est là où ça devient peut-être à un moment donné, il faut l'accepter, mais selon ta personne, ça devient parfois peut-être complexe. Ouais. Parce que je te dis, bon, il se comporte avec moi, il est bienveillant, parce que naturellement il est bienveillant, ou parce que je suis Sodaouda et j'ai été médaille olympique, et voilà, et peut-être on va faire une photo. Et aujourd'hui, j'ai pas de réponse précise, mais en tout cas, un truc qui est important pour moi, c'est de rester moi-même. Et je vais te donner un truc. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, et qui a été pertinent, une action où j'ai réfléchi après. En gros, quand on finit les Jeux, donc moi je suis médaillé, etc. Donc, au retour, pour entrer à Paris, tous les médaillés, ils étaient en première classe. De l'avion. De l'avion, première classe de l'avion. Et les autres, ils étaient en seconde classe. Et je me suis dit, les mecs qui se sont battus comme moi, ce jour-là, ils n'ont pas fait le match, ils ont perdu. Mais est-ce que, directement, on te dit, tu seras dans deux mondes différents? Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris une personne de mon staff, je lui ai dit, est-ce que tu peux me laisser ta place en seconde classe et je remplace en première classe? Tu es parti en seconde classe? Je suis parti en seconde classe, parce que j'aime bien avec le peuple. Ouais. Alors je ne dis pas si c'est négatif, et j'aime bien avec le peuple. Donc ça veut dire que je ne veux pas m'exclure. Parce que tu sais, je vais te dire un truc. Tu prends pas la grosse tête en fait. C'est même pas une question. Non, c'est même pas question. C'est pas prendre la grosse tête, c'est la vie en vivre. Donc certains se sentent bien dans un monde. Peut-être moi je me sens moins. Mais tu sais, je me dis, tu peux être là-haut. Tu peux être là-haut. Mais ce qui va être difficile, c'est que le jour où tu es en bas, quand tu devras revivre dans le monde de tout le monde, est-ce que tu es en capacité de vivre et pas être dépressif? Parce que le sport, c'est cruel. Le sport, t'es là. Et demain, t'es là. Tu sais, aujourd'hui, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Ouais.
Est-ce que tu penses que eux, naturellement, le système m'a téléphoné pour me dire bon, il y a le jeu à Paris, tu as l'ancien médaillé, on va te valoriser, etc. Est-ce que tu penses? Non. C'est, je me suis montré, j'ai montré mon intérêt de vouloir vivre les Jeux de Paris, de vouloir intervenir, de vouloir mettre ma petite graine, mes jeux à moi. Mais si tu restes dans ton trou, même tu as été médaillé, pense pas qu'on va toquer à ta porte. Hein. Si maintenant tu te montres pas, tu montres pas un engouement, quelque chose, tu as plein aujourd'hui de médailles olympiques que je connais des proches. La flamme olympique, elle est passée chez eux. On les a pas appelés. Mais on les a pas appelés. On les a pas appelés. Et malheureusement, c'est triste. Mais à partir du moment où le système n'a plus d'intérêt, il te bannit. Mais je le prends même pas de manière négative. C'est la vie qui veut ça. C'est l'être humain, malheureusement ou malheureusement, je sais pas comment le dire, qui est comme ça. Tu vois, donc aujourd'hui, comme je te dis, médaille olympique, pas médaille olympique, les opportunités, c'est toi qui vas les chercher. Après, t'as des personnes qui sont très rares. Et je vais nommer Zinedine Zidane, où lui, voilà, et encore, j'ai envie de te dire, il produit énormément parce que derrière, il y a le champion du monde, il y a les trophées avec des champions. C'est voilà, une prestance qui fait que on a envie d'être à côté de lui. Mais donc je retire un peu, mais Zidane aussi, il produit. Si on ne regarderait même pas, tu as des mecs comme lui, champion du monde, en 98, qui ont fait vibrer la France, qui ont été des éléments indispensables. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Tu vois? Mais donc, et pour qu'on parle de toi, il faut te montrer. Et c'est un choix, en fait. Il y en a qui ne veulent pas se montrer, il y en a qui veulent se montrer. Mais tant qu'on parle, si tu veux qu'on parle de toi, il faut te montrer. Et donc, de dire c'est pas juste, c'est pas ci, c'est pas cela, se plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Si tu veux qu'on vienne toquer à ta porte, eh bien, affirme-toi, montre-toi. Montre que tu es là, montre que tu existes. Si tu ne te montres pas, on ne te regardera pas. Et c'est ça qui t'a mené à apporter la flamme à Lille. On l'a tous vu. Alors, différemment, la flamme, on m'a sollicité, mais on m'a sollicité parce que je fais partie du paysage. Je suis en relation avec les gens du département sport, je suis en relation avec certains élus, donc qui fait que mon nom fait aucune Jeux olympiques. Aujourd'hui, je fais pas mal d'actions sociales, donc j'ai encore des articles de presse qui sortent, donc je suis encore, entre guillemets, dans la sphère médiatique. Donc qui fait que mon nom, il fait écho à certains qui sont les décideurs. Donc voilà, donc on va dire je produis pour qu'on parle de moi et surtout moi je produis pour que mon message soit écouté et justement solliciter, inciter plutôt je voulais dire, toute cette jeunesse qui ne croient pas, qui disent non c'est pour moi comme disait Mohamed Ali, impossible is nothing. Impossible et temporaire. Et j'aime bien Kiridien qui dit nous ne sommes pas condamnés à l'échec. Et donc il faut y aller. De l'avant, de l'avant, de l'avant. Il faut essayer, il faut faire. Comme dirait Eric Thomas, I can, I do, I must, you know, let's go. En gros, tu vois, c'est qu'il faut y aller. Et ça t'a fait quoi de te retrouver à porter la flamme? Ça t'a un peu fait revivre les JO de Pékin, non? Ouais, mais après, toi, cette sensation, tu vois, comme je dis souvent, quand on me dit les jeux, eh bien, je leur réponds souvent, je vais essayer de vous répondre, mais je ne serai pas vous dire l'émotion, la puissance que ça a. La flamme, je l'ai portée pendant 200 mètres. Mais ça a été les 200 mètres parcourus les plus longs, les plus rapides, mais les plus puissants de ma vie. Dans le sens où tout ce que j'ai produit, avec la foule, avec l'événement, avec l'engouement, l'énergie, la satisfaction, elle était vraiment très très puissante. C'était un relais, mais derrière ça, c'était pas qu'une flamme. C'était un parcours de vie, c'était une transmission de messages, de valeurs. Naturellement, ce qui se passe sur un événement comme ça, on s'intéresse à toi. Naturellement, on va regarder ton parcours et peut-être
ça m'a incité des personnes à vouloir produire. Et un truc que je n'ai pas dit qui est important. En 2008, il y a un petit jeune de ma ville qui s'appelle Souhaib Bouafia. Ouais, ok. Souhaib Bouafia, qu'on filme, et qui dit Daouda c'est le meilleur, et moi je vais aller aux Jeux Olympiques. On est les Jeux de 2024, je passe en 2008. Donc il s'est mis un rêve en tête. Donc il s'est mis à boxer, à s'entraîner, à avoir des difficultés, à rentrer en équipe de France, à devenir numéro 1. Il est passé à un chouïa de la qualification, à un combat. Malheureusement, il ne s'est pas qualifié. Mais pour vous dire que ce gamin-là, il m'a vu boxer. D'ailleurs, il s'est mis un objectif. Mais en dehors de ça, il ne s'est pas qualifié. Mais aujourd'hui, il entreprend énormément dans le sport. Il fait, pour ne pas dire la meilleure organisation du nouveau sport validé en France, le MMA. En France, il a créé une organisation, des événements, qui veut dire qu'en fait, cette médaille, ce parcours, il a incité énormément de personnes. Ça a inspiré beaucoup de gens. Ça a inspiré. Tout à l'heure, tu me parlais de gradure. Tu vois ? Ouais. Je ne sais pas si il a impacté dans sa vie ou pas, mais en tout cas, une chose qui est sûre, que dans mon quartier, une fois que j'ai eu cette médaille, on s'est dit, en fait, au final, c'est pas que pour les autres. Et depuis, tu as Souhaib Bouafia qui a fait son parcours, tu as Gradure qui a fait son parcours, tu as JNR chanteur qui a fait son parcours, tu as des personnes aujourd'hui qui sont pas médiatisées, mais qui sont médecins, qui sont avocats, parce que je travaille beaucoup avec les missions locales dans le cadre de mon association, où il y a des parcours extraordinaires. Et je me dis, si j'ai contribué une miette à ça, eh bien, ça fait mon fierté. Donc cette médaille, voilà tout ce qu'elle signifie. Ce parcours qui va inciter cette reconnaissance. Pas pour moi, parce que j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. J'ai envie qu'on regarde peut-être le parcours et qu'il puisse inciter d'autres à vouloir produire. À vouloir produire, c'est un grand mot. Vivre leur meilleure vie. Atteindre leur objectif. Ça, c'est important, en gros. Ne pas mourir avec des regrets. Ouais. Avec ce j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais. Non. Vas-y, allez-y, avancez. Au final, ta victoire, c'était un peu la victoire des autres, de tout le monde. Ouais, tout à fait. Et je vais te dire une chose. Dans tous mes combats, en amateur, j'ai plus d'une centaine de combats. En professionnel, j'ai 25 combats. Et bien, dans tous mes combats, il n'y a que 2 combats qui se sont déroulés, mes derniers combats en 2019, et que j'ai fait pour moi. Tout le reste de ma vie, j'ai combattu pour les autres. Et quels sont ces 2 combats que tu as fait pour toi? Les 2 derniers combats, c'était fin de carrière. J'ai perdu mon championnat de France en 2017. Donc, je me suis dit, là, c'est la fin parce que il n'y avait plus d'envie. J'étais rentré dans la vie active. Je travaillais en parallèle. Donc, voilà, il y a plein de choses. Et je me suis dit, je vais me faire un petit kiff. Je vais monter sur le ring, mais pour moi. Et donc, en 2009, j'ai trouvé 2 organisations. Aujourd'hui, j'aimerais bien boxer pour vous, comme ça, pour le fun. Et j'ai boxé 2 fois, même si le public, on va dire, j'ai boxé pour le public et pour moi. Mais sinon, en permanence, je ne boxais pas pour moi, je boxais avec le sentiment de me boxer pour les autres. Mais par contre, les autres te donnent énormément d'énergie. Ouais. Énormément d'énergie. Adrénaline. Et donc, c'est pas négatif de me boxer ou de combattre pour une cause. Justement, c'est de l'énergie en plus. Donc voilà un peu tout ce que je peux dire, et je pourrais t'en dire encore et encore. Après, du coup, ce passage au JO, est-ce que tu as eu envie éventuellement de prétendre à une éventuelle ceinture mondiale? J'ai rêvé. Tu as rêvé de ça? J'ai rêvé. Je suis passé pro en 2009 dans l'envie de devenir champion d'Europe et champion du monde. Il se passe qu'en 2008, quand on rentre, il y a une crise économique aussi. Il y a un gros conflit entre les diffuseurs et les promoteurs pour
pour les combats de boxe à la télé. Donc très compliqué, mais vraiment très compliqué quand je suis passé pro. Et ce qui se passe, je me dis, bon, le tour en amateur, j'avais fait le tour. Je me dis, bah, en pro, c'est compliqué, mais il y a une phrase que je t'ai dit, ne pas avec des regrets. Donc la phrase qui est, en essayant, on se trompe parfois, en essayant jamais, on se trompe toujours. Je me dis, donc, est-ce que j'ai tout essayé? Non, et c'est de là, et là, ça va être intéressant, que j'ai créé Action Box. Je voulais, on va dire, un support juridique pour pouvoir avoir des subventions, des financements pour me produire. Donc, je me suis produit, mais la première production que j'ai voulu faire, ça devait être au Stade Couvert de Liévin. C'était un flop total. Ah, il y a personne. J'ai commencé, non, encore. En fait, j'ai commencé mon projet associatif avec des dettes. Dans le sens, je t'explique pourquoi. J'ai créé ma structure juridique, etc., mon asso, etc. J'ai voulu faire un événement. Et je me rappelle, c'était en fin d'année, pour qu'il neigeait. Et techniquement, ce qui était très peu probable, mais il neigeait. Et il y avait un risque d'effondrement s'il y avait, je ne sais plus combien de tonnes de neige qui tombaient sur le toit. Et donc, la veille, il y a eu ce qu'on appelle le principe de précaution de sécurité. Donc, ils ont fermé le stade couvert. Aïe. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, je voulais vraiment marquer les esprits. Donc, j'avais un adhérent qui était à la musique. Donc, il est passé une box, je lui ai dit, ben viens, on va faire comme dans Rocky 3. Orchestre live. Donc, on avait fait venir un de ses contacts, un chanteur des États-Unis. Donc, qui était là. C'est qui? Alors, je me souviens plus le nom. C'était pas un chanteur extra connu, mais un côté jazz, ambiance et tout, etc. Par contre, mon contact, c'était Fred Loco, qui est un chanteur, c'est un boxeur. Et j'avais fait venir les boxeurs de l'étranger, il y avait des étrangers et tout, ils étaient sur place. Donc tout le monde était là. Donc les billets, ils avaient été achetés, la communication a été faite. Et malheureusement, donc j'ai dû rembourser tout le monde. Il y a des frais qui avaient été engagés. Mais comme je dis tout à l'heure, il faut relativiser. Ouais. Au moins, tu n'as pas de regrets, tu l'as fait. Et puis... J'ai essayé. Non, mais j'ai essayé. Derrière, je dis, déjà, il fallait rembourser les gens. Donc j'ai produit, j'ai fait des actions, on a remboursé l'argent qu'on devait, etc. Pas de problème. Mais ça me tenait à cœur de faire, je l'appelle l'événement Noblard. Mais l'événement Noblard, c'était pas simplement un gala de boxe. C'était un événement qui se roulait sur une journée, où on intervenait dans les écoles pour proposer une initiation et parler de la boxe et des valeurs de la boxe. On faisait intervenir différents intervenants sur les thématiques, notamment de la violence, etc. Tu vois, la confiance, l'estime. Et derrière, en fait, le clou de la journée, c'était le gala de boxe. Donc, j'ai fait cet événement en 2015 ou 2016. Je l'ai fait en manière un peu plus réduite à Wascal, l'événement Noblard, show, etc. Tu vois, donc on a créé avec l'orchestre live, tout, on a tout fait, mais en miniature. Et cette fois-ci, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, ça s'est bien passé. Et derrière, en gros, pour je te dis ça, mais Action Box s'est développé différemment. Parce qu'en gros, le premier axe, c'était purement sportif. Le deuxième axe, je vais t'expliquer comment il est né. C'est qu'en fin de saison, je recevais des messages de différents membres de remerciements. Et les membres, mais moi, en fait, je ne comprenais pas. Je dis, tranquille, un peu, il n'y a pas de problème et tout. Plaisir que j'ai. Mais ils me disent, mais non, tu sais pas, Daouda. Depuis que j'ai commencé la boxe, j'ai repris confiance en moi. J'ai repris une estime de moi. Je revis. Waouh. Mais, donc, la boxe, elle apporte tout ça. Donc, ce qui s'est passé, j'ai créé un axe social. J'ai créé pas mal d'actions, notamment le terme qui est à la mode, inclusion par le sport.
D'accord. Et moi, c'est beaucoup... moi, ce qui est important, c'est si on ne va pas bien, on ne peut pas avancer. Donc, il faut avoir confiance et l'estime de soi. Et le respect de soi aussi. Pour avoir le respect de l'autre. Si je ne me respecte pas, je ne vais pas respecter les autres. Derrière la vie, fait que je me suis marié et j'ai eu des enfants. J'ai eu des enfants où la question de l'éducation se pose. Donc j'ai développé un axe éducatif en utilisant la boxe. Et dans ma vie, j'ai beaucoup entrepris. Et j'ai développé un axe entrepreneurial. Ouais. Quand tu es entrepreneur, à un moment donné, tu dois te dépasser. Tu dois gérer tes émotions. Tu dois répondre à de multiples situations. Et quand tu prends le sport, là je vais prendre de la boxe, tu arrives à faire des transferts. Quand tu es entrepreneur, tu dois faire face à quelqu'un. Tu dois défendre un projet. Quand tu es face à un adversaire, tu dois faire face à lui. Tu dois te défendre. Tu dois répliquer. Tu dois réfléchir. Et ce qui est intéressant en boxe, c'est qu'en dehors de... Effectivement, prendre des coups, c'est pas bon. Mais sur un développement cérébral à mettre en avant, c'est que tu es en capacité, dans un instant T, de comprendre l'erreur que tu as faite et de réagir de la meilleure des manières. Ça veut dire, imagine-toi, tu es au boulot, tu as fait une erreur, tu ne dois pas t'énerver, tu ne dois pas t'emporter, tu dois gérer ton émotion pour pouvoir y répondre. Sur un ring de boxe, c'est pareil. Parce que si tu t'énerves, tu perds tes moyens. Et souvent, je vais encore un peu dévier, mais tu vois, on parle souvent du repos. Tu feras attention à partir d'aujourd'hui. Quand tu arrives, tu t'énerves, en parallèle, tu observes ton état de fatigue ou tu observes une situation que tu as eue aujourd'hui qui t'a agacé. Parce qu'en règle générale, quand tu t'énerves, c'est jamais pour la cause. Il y a un truc en amont qui t'a énervé. Il y a 2 jours, je me suis emporté parce que je fais au mieux pour gérer mes émotions. Mais en fait, avec du recul, c'est pas pour la cause. C'est pas pour ça parce qu'en amont, j'ai eu une nouvelle qui m'a agacé. Quelque chose qui m'a agacé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de vraiment prendre beaucoup de recul. Et moi, il y a un truc, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Les accords Toltec. Ah, les 4 accords. Les 4 accords. Donc, tu sais de quoi je parle. Et donc, de faire de son mieux. Avoir une parole impeccable, ne pas faire de suppositions, ne pas en faire une affaire personnelle et faire de son mieux. Parfois, tu vas discuter avec une personne, parfois, tu vas avoir un comportement. En fait, peut-être la personne, elle va avoir une mauvaise nouvelle, peut-être qu'elle est triste, ou par exemple, tu vois, j'ai pris un exemple il n'y a pas longtemps, je vois une personne que je connais. Je lui dis, aujourd'hui, je sais pas, t'as une bonne mine. La personne me regarde surpris. Je lui dis, non, mais c'est vraiment, t'as une bonne mine aujourd'hui. Elle me dit, ça devrait être tout le contraire, parce qu'entre guillemets, c'est la date de la mort de mon père. Et je lui dis, tu sais, je vais te dire un truc. Je pense de manière inconsciente, tu es en train de te souvenir de tous les bons moments que tu as passé avec ton père. Et donc, ça te rend radieuse. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, parfois, ton état, il est par rapport à... Tu t'en rends même pas compte. Tu t'en rends même pas compte. Alors qu'en fait, au final, c'est juste un pensée à une chose positive que tu dis qu'elle est triste, mais elle te rend, ce jour-là, elle te rend radieuse. Donc, je te conseille, prends tes entretiens à cette date-là. Je t'inquiète. Donc, voilà un peu ma philosophie et Action Box. Et tu vois, normalement, on me pose une question. Est-ce que tu regrettes, entre guillemets, qu'à ton époque, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de regret parce qu'au final, regarde, j'ai pas eu la carrière pro que je voulais. Mais regarde tout ce que j'ai produit derrière.
Et peut-être que si j'aurais eu la carrière pro, peut-être que tout ça, je l'aurais pas Tu produit. l'aurais pas eu. Peut-être toutes ces actions que je mène avec le public féminin, avec les jeunes, avec les enfants, peut-être que ça n'aurait pas existé. Et donc, dans chaque truc, comme on dit chez nous, il y a une barre il y a un bien. Donc, voilà un peu le verre toujours à moitié plein. Toujours être reconnaissant. On va ce qui t'arrive. Non, c'est vrai. Pourquoi ça n'arrive? C'est jamais pour rien. Jamais par hasard. Et toi, Daouda, quel athlète t'inspirait, toi, à l'époque? Alors, moi, Moi, c'est plus l'époque de Mohamed Ali. en fait, j'aime bien Nelson Mandela. Ok. J'aime bien tous les prix Nobel de la paix. Tous ceux qui ont œuvré, qui sont battus, qui sont sacrifiés. Là, on peut parler de sacrifiés pour justement faire bouger les choses. Et donc, je pourrais citer notamment 2 personnalités que j'aime de par leur valeur de ce qu'ils ont amené, Nelson Mandela, Mohamed Ali, c'est des personnes qui m'inspirent énormément dans mon quotidien. Voilà, comme disait Mohamed Ali, je te dis, impossible is nothing. Et Mohamed Ali disait, si à 50 ans, tu réfléchis comme à 20 ans, c'est que tu as perdu 30 ans de ta vie. Donc en gros, avance, sois mature, sois réfléchi. Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Ce qui est dur, en fait, tu ne te rends même pas compte, le pardon. Le pardon. Tout ce qu'il a subi, Nelson Mandela, il a réussi à pardonner. C'est Il a fort. réussi à pardonner. C'est très très fort. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je suis en capacité de pardonner aujourd'hui certaines personnes. Je te dis franchement, tu vois, et je me dis, eh ben attention, il faut que je me dirige vers cette atmosphère-là, cette envie-là de pardonner, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, et toutes ces personnes-là, en fait, ils m'inspirent parce que Ils sont ce que tu n'es pas, ouais, en quelque sorte. ouais, mais j'aimerais bien, entre guillemets, que beaucoup réfléchissent comme eux pour pouvoir vivre dans un monde meilleur. Donc voilà un peu les personnes vraiment qui m'inspirent et qui me donnent envie qui me donnent envie de transmettre mon message à mon niveau, à mon échelle. Et ça me va très bien. Ça marche. À présent, on va parler de ton côté entrepreneurial, parce que en plus d'être un sportif, tu es également un entrepreneur. Du coup, là, quelles sont tes activités, mis à part Action Box, tu parlais de ta salle? Ouais. Alors, entreprendre, c'est un grand mot. Alors, moi, je le résume très simplement. On est tous entrepreneurs, chacun à notre niveau. Donc, moi, entreprendre, c'est faire, c'est s'activer. Et donc, on va dire que moi, je suis entrepreneur dans le business, mais je suis entrepreneur dans le business parce que j'aime bien prendre des risques. Parce que j'aime bien échanger. J'aime bien aller là où les autres ne veulent pas y aller. Et donc, dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui me stimule. Et je pense que c'est à l'image du ring. Prendre des risques, donner des coups, prendre des coups. Comment répondre aux coups que tu as reçus? Tomber, se relever. Tomber, se relever. Et comme on dit en boxe, tu tombes 7 fois, tu te relèves 8 fois. Donc ça veut dire avant de tomber, tu es capable de te relever. Et l'entrepreneuriat, en fait, c'est tout ça. Regarde, tu vois des personnes qui gagnent énormément d'argent, qu'ils ont plus besoin, j'ai envie de te dire, de créer, mais créer encore. En fait, c'est même pas l'argent qui les attire. C'est une passion. C'est la passion, mais qu'est-ce qui intéresse le challenge, l'envie, la motivation. Et donc moi, c'est le challenge en fait qui m'inspire, qui me stimule en permanence. Sans challenge, je me sens pas bien. Mais attention, tu as des personnes qui n'en ont pas besoin. Moi, quand je parle, je dis selon moi, selon ma perception, selon mes envies, selon... Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas que tout le monde doit entreprendre, tout le monde doit être de challenge, tout le monde doit se créer des histoires. Non, moi, je te parle de moi. Si à travers ce que je te raconte, ça t'inspire, c'est une bonne chose. Si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Tu vois, c'est pas une fatalité. Mais alors, quand je te parle, voilà, moi, l'entrepreneuriat, voilà, là, aujourd'hui, il y a Polo Sporting Club, il y a Saut Training et il y a Action Box. Et je te dis, l'histoire de Saut Training, c'est quoi? C'est un projet Covid. Covid, on s'ennuyait. On ne pouvait pas aller dans la salle de sport. Moi, je me suis dit, je vais louer un petit endroit que là, on pourra m'autoriser à y aller, entraîner les gens. Derrière, en parallèle,
on m'a proposé de travailler chez Apollo. Eh ben, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire avec ce training? Eh ben, je vais privatiser pour les coachs sportifs. Ça veut dire que là, maintenant, demain, tu as un coach qui te lance, tu n'as pas d'endroit pour coacher. Eh ben, tu vas sur mon site, tu privatises un créneau d'1 heure, tu vas payer au plus entre 8 et 15 euros l'heure. Tu viens, tu tapes ton code, Bob, t'entraînes, tu as tout le matériel, tu fais une séance fluide, efficace. Ton coaché, il est content, toi, tu es content. Comme ton coaché est content, qu'est-ce qui va se passer? Il va en parler. Qu'est-ce qui va se passer? Il va travailler à notre client, à notre coaché, j'aime pas dire client parce que c'est des relations, à notre coaché, à notre futur membre. Et voilà que ça va te faire grandir. Et donc je me dis, et c'est l'entrepreneuriat, c'est tous les jours en gros. Ouais. Tous les jours, tu peux entreprendre. Tous les jours, tu peux faire. Tu vois? Voilà un peu mon côté entrepreneur. Là, je suis parti en forêt, c'est bon. L'entrepreneuriat, ça me stimule, ça me réveille, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat en Afrique? Tu es d'origine sénégalaise, hein? Ouais, d'origine sénégalaise. Ben, l'entrepreneuriat en Afrique, j'ai essayé. Ah, t'as essayé? J'ai essayé, j'ai entrepris étant plus jeune. Étant plus jeune, j'ai investi, entre guillemets, des scooters de mer que j'ai ramenés de France dans des conteneurs. Mais je rigole, pourquoi? Voilà. Des quads? Des scooters de mer. Scooters Des jet ski. Ah, jet ski, ok. Jet ski, ouais. Ah. Scooters de mer, jet ski. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que... Donc, quand j'étais sur la plage, Ouais. j'ai fait une jet ski. J'ai mis des skis avec mes potes, on aimait bien. On voit que ça a fonctionné. Ouais. J'ai dit, ben venez, on va acheter un canami à moi, et j'ai dit, on va acheter des skis, on va les ramener. Ça s'est pas bien passé. Attends, ça c'est pas grave, mais c'est l'aventure qui est belle. C'est qu'on arrive, donc on cherche des jet skis, on achète une jet ski. Ouais. Une fois qu'on les achète, on se dit, ben merde, comment on les envoie? Ah, ben merde, on s'interroge, il faut mettre dans un conteneur. Ouais. Donc on voit le prix, on se dit, ben c'est ce qu'on va faire. On va profiter, on va louer un conteneur, mais comme 3 jet skis dans un conteneur, c'est large, t'as largement de la place. Donc on va demander aux gens, pour rentabiliser, qui veulent envoyer des affaires au Sénégal, de reprendre des sacs, des cuisinières, des télés, peu importe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les affaires des gens, on les met dans un conteneur. Donc après, on envoie les conteneurs. Donc on doit aller au Sénégal, je vais au Sénégal pour réceptionner le conteneur. Arrive au Sénégal, on me dit, ben, faut payer des douanements. Moi, je n'avais rien de tout ça. Ah, tu sais pas. Ça vient, mais c'est pour te dire que moi, je suis un profil, je fais, et au fil du temps, et je vois ce qui doit se passer derrière, tu vois. Parce que peut-être que si on m'aurait dit, ouais, faut faire ça, peut-être que j'aurais jamais rien fait. Et donc, je découvre. Et pourquoi je te dis ça, tu vas rigoler. C'est que donc, ouais, je me rends compte qu'il faut passer par les transitaires, il faut faire visiter le conteneur, il faut payer des taxes, bref. Donc voilà, ça se passe, je sors mon conteneur, je crée ma base nautique, etc. Je crée ma base nautique, qui fait que, on te dit souvent, malheureusement, quand tu fais un business, il faut rester à côté, que ce soit en Afrique, autre part. Encore plus quand tu es très loin, Ouais. pour pas dénigrer la fin, que c'est partout pareil. Faut être très loin. Donc je me rends compte qu'au final, ils font beaucoup d'argent, mais ils font moins d'argent. Donc au final, j'ai tout investi, mais j'ai T'as pas eu de retour sur j'ai pas de retour sur investissement. Mais c'est pas grave, ça m'a appris d'apprendre ce qu'était l'entrepreneuriat et comment il faut s'y prendre, quel plan il faut mettre en place. Donc mais je te dis, ça me dérange même pas d'avoir vécu tout ça parce que j'ai énormément appris. Après, ouais. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que j'avais un voisin, on discutait et tout, et justement, lui travaillait dans les conteneurs, et il me dit, moi aussi à l'époque, j'envoyais des conteneurs en Afrique, etc. Et il me dit, t'as fait quoi comme études? Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, ouais, moi j'ai fait des études, j'ai fait dans le commerce national, je sais pas quoi. Et puis là, moi j'ai pas fait d'études. Et je raconte mon histoire. Il me dit, putain, franchement, mes respects, parce que la plupart du temps, les gens font des études pour... et je me dis, parfois, en fait, en gros, l'action, c'est tes diplômes. L'action, c'est tes diplômes. Tu vas avoir des mauvaises notes. Et ben donc, on va dire que pour passer mes diplômes, moi, j'ai eu beaucoup de mauvaises notes avant d'avoir les bonnes notes. Mais c'est pas grave. Et voilà ma vision, entre guillemets, de l'entrepreneuriat. C'est parfois, tu as des bonnes notes, parfois, tu as des mauvaises notes. Et souvent, tu as des mauvaises notes pour avoir des bonnes notes. Voilà. Et aujourd'hui, tu sais dire à peu près pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Peut-être que tu n'as pas fait confiance aux bonnes personnes ou peut-être pour autre raison?
autre motif que tu souhaites peut-être garder personnel? Non, c'est même pas question. C'est entre guillemets, aujourd'hui, j'ai appris que je dois en amont plus travailler mon projet, mesurer le facteur risque, tout le fonctionnement pour, pour ne pas me casser la gueule. Mais quand tu ne sais pas tout ça, il faut que tu te casses la gueule pour savoir. Ouais. C'est maintenant, j'ai envie de te dire, tu peux dire à ton gamin, touche pas ça. Attention, tu vas tomber. Il continue. Eh ben laisse-le tomber. Et quand il va tomber, il va dire, ah, effectivement, fallait pas y aller. Et donc, en gros, je te dis sincèrement, si on me dit je dois refaire mon chemin de vie, eh ben je garde le même. Parce qu'il fait ce que je suis aujourd'hui. Tu vois, il fait ce que je suis. Et j'ai appris que quand on entreprend aujourd'hui, il y a des stratégies, il y a des business plans, il y a de la communication, il y a du financement, il y a il y a tout ça que avant j'imaginais même pas. Moi, je me disais, par exemple, jet ski, je sais pas moi, 50 € le quart d'heure. Je faisais ça, mais je calculais pas l'investissement, l'amortissement. Ouais. Et Sortais ça, je voyais chiffre d'affaires, mais je voyais pas, comment dire, les charges et tout, tu vois. Ouais. Mais après, j'ai appris. J'ai appris le management, tout ça, tu vois, l'organisation, la planification. Et donc voilà, moi, entre guillemets, mon apprentissage, c'est l'action. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des secteurs d'investissement qui t'intéressent ou sur lesquels tu as un peu les yeux fixés en Afrique ou pas spécialement? En gros, j'ai envie de te dire, l'entrepreneuriat m'intéresse et j'ai la chance d'avoir des origines, d'être né en France, d'avoir des origines, donc j'ai la double culture. Ouais. Et il y a des domaines, je ne sais pas si j'ai les envies, mais pourquoi pas, je me dis, sur un secteur simple, pas simplement pour faire du business, mais pour faire évoluer le pays, tu vois, sur certains points, sur le traitement des déchets, tu vois, c'est comment on arrive à traiter les déchets, le recyclage, la ferraille qui traîne comment on arrive à la récupérer et comment dire à la retransformer et à vendre des plaques à l'étranger ou créer une économie ou quelque chose de fort et qui ferait vivre tout le monde et c'est là où peut-être ça m'intéresserait aujourd'hui se renseigner comment Paris est alimenté et grâce aux déchets parce que ça dégage un gaz, de la production électrique, etc. Donc voilà, c'est plus ce côté-là où pourquoi pas investir en Afrique. Aujourd'hui, on a des problèmes d'électricité. Donc c'est comment? Et là, aujourd'hui, il y a Econ qui investit beaucoup dans les panneaux solaires. Ouais. Et donc je me dis comment on peut justement, parce que ces pannes, c'est quand même assez fou de se dire on est en 2024, c'est dans ce pays, il n'y a pas d'électricité. Ça veut dire, il y a une coupure. Ça veut dire pendant 2-3 heures, en gros, tu es sur ton ordinateur. Après, si tu as beaucoup de moyens, tu as un générateur, tu pourras. Mais sinon, au final, tu subis. Donc, comment on peut répondre à ces problèmes? Et c'est plus dans ce côté-là où si des investissements à faire à l'étranger, c'est pour faire évoluer les pays et pouvoir apporter un plus au quotidien aux personnes. Avoir un impact. Avoir un impact, voilà. Le terme est avoir un impact. Ok. Bon, le podcast il touche presque à sa fin. Daouda, peux-tu nous résumer en quelques mots ou nous dire la plus grosse leçon que tu as apprise tout au long de ta carrière, que ce soit de boxeur ou d'entrepreneur? L'humilité, respecter tout le monde. Ne jamais se mettre au-dessus de quelqu'un. Peu importe, même tu es un gamin qui a 8 ans, ne jamais te mettre toujours au niveau de la personne. Et c'est pas que ça se ressent. Une personne qui se met au-dessus de toi, personne ne l'accepte. Personne ne l'accepte. Et je pense que ce que j'aime bien dans le sport, notamment dans la boxe, c'est l'humilité. Tu peux être là, en un clic, tu peux être en terre. Ça veut dire que tu peux dominer, exemple, sur 12 rounds. Sur le 12e round, tu as 2 minutes 50, il te reste 10 secondes et tu étais largement en l'air, tout peut s'arrêter. KO.
Et franchement, soyez humble. Et attention, il faut pas confondre. Parce que souvent, quand tu parles de toi, on te dit t'es arrogant, t'es prétentieux. Sachez, vous pouvez dire que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous n'êtes pas ordinaire, que vous êtes extraordinaire. Vous pouvez vous le dire. Et moi, je le dis souvent, chaque être humain n'est pas ordinaire. Pour moi, l'être humain est extraordinaire. La seule question qu'il faut se poser, c'est d'être en capacité d'aller chercher le côté extra qui sommeille en nous. Le côté extra. Mais sincèrement, pour moi, dans chaque personne, que ce soit le gamin, le nouveau-né, je vois que des bonnes personnes et des belles personnes. On a tous des défauts, mais regardons le beau côté des choses. Et avançons. Et l'humilité. Soyez humbles. Ça marche. Merci beaucoup, Daouda. En tout cas, merci à toi de m'avoir reçu. Et j'espère vraiment que, à travers ton projet, qu'il avancera, que j'aurai mis ma petite graine, et aussi que derrière ça, que les personnes qui vont regarder, pour ceux qui sont captivés, que ça va leur apporter aussi, entre guillemets, peut-être un plus. Donc on se rend même pas compte, tu vois, comme disait mon ami Saher, l'effet papillon. Tu vois, parfois tu fais une petite chose, tu crois que, mais tu sais pas qu'il va avoir de l'impact sur beaucoup de personnes. Peut-être une phrase, comme je t'ai dit dans mes exemples, une phrase va booster certaines personnes, tu vois, et ils vont les décrocher à l'une. Donc c'est pour ça que je te dis, ce que tu fais, je pense que tu te rends même pas compte parfois de l'impact que tu pourras avoir sur certains. Et donc je t'en félicite. Et j'espère pour toi que ça marchera. Et dans tous les cas, ça aura un bien. Merci beaucoup, Daouda, encore pour tout. Encore merci de m'avoir reçu. Bon, les amis, comme vous avez pu le voir, ce podcast, il était lourd. Si vous avez aimé l'histoire de Daouda, sachez qu'il a rédigé un bouquin, La médaille du cœur. Je vous invite à le lire. Il est disponible, je pense, partout. Partout à la FNAC, sur Amazon, vous pouvez le commander en ligne, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, La médaille du cœur. Donc si ce podcast vous a captivé, que vous voulez une suite, vous savez où la trouver. Et encore une fois, merci pour ceux qui sont restés jusque-là. Comme je vous l'ai dit au début, likez, abonnez-vous, partagez. Et je vous dis ciao, à la prochaine.